Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre magazine Opinion consacré au CDH. Au programme de cette émission, nouvelle année, nouvelle perspective, on suivra la tournée des vœux du CDH, une véritable tradition chez nous. Ensuite, des engagements forts, une détermination sans faille, on reviendra largement sur le congrès du CDH à Namur. Et enfin, nous rendrons hommage à Philippe Mestat qui, comme vous le savez, nous a quittés récemment. 2018, une année profondément humaine, c'est en tout cas l'ambition du CDH pour chacune et chacun d'entre vous. Janvier, c'est aussi le mois où l'on se projette dans l'avenir avec ses idées, ses projets, ses espoirs. C'est pourquoi les mandataires du CDH ont invité sympathisants et militants autour du verre de la nouvelle année. C'est un bonheur chaque année de pouvoir rencontrer l'ensemble des militants, des membres, des sympathisants, le monde associatif bien sûr qui vient aussi à nos vœux, non seulement pour souhaiter des bons vœux personnels, mais au-delà de ces bons vœux personnels, de pouvoir dresser le bilan de l'année précédente et surtout d'envisager l'avenir, les projets, cette année plus spécifiquement pour nos communes, dans tous les domaines, mais singulièrement pour défendre les familles, pour défendre l'éducation, l'enseignement et aussi l'ensemble du monde associatif. Et au cœur de ces rencontres conviviales, c'est l'occasion aussi bien sûr d'échanger et d'entendre les propositions de la société civile, de citoyens intéressés qui nous rejoignent. C'est vraiment toujours un plaisir de venir aux vœux du CDH, se souhaiter plein de nouvelles choses pour cette année qui commence, qui sera évidemment un peu particulière. Et ça donne vraiment l'énergie de se revoir avec les militants, les élus, pour aller sur le terrain ensuite, convaincre de la pertinence, du dynamisme de notre projet pour les citoyens bruxellois. Si je suis là ce soir, c'est parce qu'il me semble important d'aller à la rencontre à la fois des collègues, des mandataires et puis des habitants. Et c'est un lien vraiment qui est fondamental. Donc nous l'entretenons ici à l'occasion des vœux, mais c'est vraiment toute l'année dans notre engagement communal que nous sommes à la rencontre des citoyens. Et c'est vraiment le sens de notre engagement, c'est être en lien avec les gens. Je suis une ancienne enseignante et j'ai toujours été très passionnée pour le domaine de l'éducation. Et je trouve que le CDH fait énormément dans ce domaine. Donc je suis là pour le soutenir. Chaque année en janvier, je souhaite rassembler les habitants de ma commune et des environs. On partage ensemble beaucoup de choses tout au long de l'année. C'est l'occasion de faire le bilan, de se souhaiter une bonne année à venir et surtout de partager ensemble des projets parce qu'il est important que les gens s'investissent aux côtés des politiques pour faire avancer très concrètement les choses. Je vous souhaite une excellente année 2018. À présent, le large chapitre consacré au grand congrès du CDH à Namur. Ce vaste rassemblement des troupes a approuvé les lignes de force qui guideront l'action du parti au cœur de vos communes. Avant de passer tout cela en revue, coup de projecteur sur les coulisses de cet intense processus participatif qui a abouti à plus de 400 propositions concrètes. Un programme au sein du CDH, c'est vraiment un processus participatif puisque au départ d'un travail initié par le centre d'études mais en collaboration avec beaucoup de mandataires locaux qui ont voulu partager aussi leurs bonnes pratiques, leurs expériences et ce qu'ils avaient apporté au niveau de leur commune. On a rédigé un texte qui a été ensuite soumis à consultation pour l'ensemble des membres dans les assemblées provinciales ainsi qu'auprès des associations du CDH, les jeunes, les femmes, les aînés. Toutes ces rencontres, toutes ces consultations ont permis de rassembler toute une série d'amendements. Il y a eu plus de 340 amendements qui ont été introduits sur ce texte-là.
Ces amendements ont ensuite été soumis à un pré-congrès le lundi 27 novembre et lors de ce pré-congrès, tous les amendements ont été soumis au vote. On a pu débattre, les défendre, exprimer des voix contraires et puis enfin décider. Ensuite, l'ensemble de ce travail a été transmis maintenant au Congrès lors de ce dimanche 3 décembre. C'est l'instance la plus importante au sein du CDH qui approuve formellement ce programme. C'est vraiment un moment solennel qui va inspirer ensuite l'action de toutes les sections locales pour initier justement ce programme communal et qui va permettre dès lors d'approuver définitivement le programme qui tracera vraiment les marques humanistes pour ces élections d'octobre 2018. Ce texte amendé par nos membres s'est donc retrouvé au congrès du CDH pour y être voté. Un vote quasi unanime et le lancement des élections communales prévues en octobre. On voit ça en images. Mesdames, Messieurs, pour tracer notre voie, nous pouvons compter sur 3 atouts majeurs. La force de nos valeurs, la créativité de notre projet et l'engagement de chacune et de chacun d'entre nous. D'abord, c'est une belle mobilisation. Les membres étaient très présents, très proactifs, mais c'est normal. C'est quelque part à l'issue d'un processus très participatif pendant plusieurs semaines où les membres se sont mobilisés, les sympathisants, la société civile aussi, pour présenter les lignes de force. Et aujourd'hui, c'était l'aboutissement. Donc, on s'attendait à ce qu'il y ait du monde, malgré le froid et la tempête. Il y avait beaucoup de monde et donc, voilà, c'est réjouissant sur le plan de la participation. Le plus important maintenant, c'est de pouvoir mettre en œuvre partout dans nos communes l'ensemble des lignes de force pour plus d'humanité dans nos communes. Dites-moi un petit peu quel est votre ressenti par rapport à ce congrès aujourd'hui. C'était très sympa, c'était bien de voir l'aboutissement de tous les travaux qu'il y avait eu en amendement dans les assemblées provinciales et après avec le pré-congrès. Et c'est bien d'avoir une illustration en fait des mises en pratique qui sont proposées dans ce programme. Moi je retiens beaucoup la gouvernance, c'est le fait d'impliquer plus le citoyen dans les processus de participation, de décision. On met en avant évidemment l'essentiel de nos valeurs dans un programme politique et dans un projet politique. D'abord l'éducation, parce que tout passe par là. Au niveau des familles, on va essayer de faciliter au maximum la vie des familles pour intégrer davantage l'ensemble des activités extrascolaires, parascolaires dans l'école. Deuxième élément, nous sommes le 3 décembre, c'est la journée internationale des personnes porteuses de handicap. On prend l'engagement de faire en sorte que dans toutes nos communes, on puisse avoir chacun puisse avoir accès à l'ensemble des activités, que ce soit les musées, que ce soit l'école bien sûr, que ce soit la formation. On doit faire en sorte que chaque personne puisse trouver sa place dans la société et dans nos communes. Et enfin, l'envie d'entreprendre. L'envie d'entreprendre, c'est le monde associatif, c'est le monde bien sûr culturel, c'est le monde économique qui se mobilise et qui doivent se mobiliser dans les communes et où le pouvoir communal doit être là pour soutenir, pas se substituer, pour soutenir toutes ces activités, soutenir cette créativité, soutenir quelque part l'éclosion de nouvelles entreprises sous toutes leurs formes, qu'elles soient culturelles, sociales, économiques ou environnementales. Ce que j'ai pensé du programme, c'est qu'il me convenait très bien, dans le sens où je sens que le président et toute son équipe donnent beaucoup de place et aux aînés, et aux femmes, et au logement, et à l'enseignement, toutes des choses de base pour que monsieur tout le monde et madame tout le monde soient bien et heureux de 0 à 99 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager en politique, mais surtout au CDH et pourquoi ? Donc en politique, je me suis toujours posé la question de savoir, mais tiens, moi à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire pour changer la société ? Ça a toujours été un peu ma voie de développer et de porter la voix des plus démunis et porter des projets qui peuvent être enrichissants pour les autres.
Et au CDH, le côté humaniste qui m'attirait énormément. Pouvoir aussi amener à son échelle la parole des jeunes et pouvoir aussi, on a mis en place aussi toute une série de projets depuis que je suis impliquée. Donc c'est pour ça aussi que j'ai envie de continuer, en tout cas dans ce mouvement. Le plus important dans nos communes, partout où on est présent, c'est la portée de la fraternité, c'est-à-dire relier les personnes, faire en sorte qu'elles s'écoutent, qu'elles se parlent, qu'elles puissent monter des projets entre elles. L'humanisme et la fraternité, c'est finalement faire reculer la solitude, faire reculer les égoïsmes, les individualismes. Le mot d'ordre, c'est celui-là. Quand on est tous solidaires, on avance et tout le monde y trouve du bonheur. Et ça, c'est capital pour moi, c'est de donner du bonheur aux gens. Tout ce que j'ai donné, je dois l'oublier. Mais tout ce que j'ai reçu, je dois le faire fructifier. C'est capital pour moi. Cinq chapitres majeurs, 5 lignes de force, transparence et participation, famille et éducation, fraternité, envie d'entreprendre et d'innover, et aussi, n'oublions pas, la qualité de vie au cœur de nos communes. Qui dit participation et transparence dit Verviers et cette charte associative qui permet aux acteurs de terrain de travailler de concert avec les pouvoirs publics, un voyage inspirant. La charte associative a été votée dans les parlements en 2009 et puis elle a été finalement mise en application ici à Verviers puisque le conseil communal et le conseil de l'action sociale l'ont votée en 2014. La charte associative, en quelque sorte, c'est un texte qui définit un petit peu la façon dont la ville peut aider, venir en soutien des associations. Une cinquantaine sont particulièrement actives dans le comité de la charte, si vous voulez, donc sont en contact direct avec l'échevin de l'associatif, Claude Orban, dont il faut souligner l'excellent travail depuis maintenant 5 ans. Verviers, c'est 400 associations dans le domaine social, culturel, interculturel, environnemental, économie collaborative, sportif. Toutes ces organisations qui répondent à des besoins de la population et il nous paraît essentiel de mettre en évidence la collaboration, la complémentarité entre l'action publique et l'action de tous ces acteurs de terrain à travers les associations. On a surtout des associations sociales, culturelles, le relais social urbain, et aussi le terrain d'aventure de Haudimont, par exemple, qui effectivement est une association très active avec les citoyens verviétois en plein cœur d'un quartier populaire, mais qui vit bien et drôlement bien. Concrètement, à l'heure actuelle, on travaille sur 3 axes. Donc vous avez l'axe école de devoir. Donc en grosse partie, il y a l'accueil extrascolaire. Ensuite, on peut retrouver l'axe jeunesse, où là, on essaie vraiment de faire de nos jeunes des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. Et alors le 3e axe, qui est tout ce qui est cours d'alpha, FLE, citoyenneté, qui sont pour les parents des enfants et des jeunes que nous avons à la SBL Terrain d'Aventure. Nous sommes une équipe de 8 animateurs. Il y a des éducateurs, des assistants sociaux et des formateurs. On tourne aussi avec plus ou moins 15 bénévoles. On a la possibilité d'être toujours à l'écoute des personnes qu'on rencontre et de pouvoir, à un moment donné, renvoyer ce qui se passe sur le terrain aux politiciens. Je pense que de vivre ensemble, ça passe aussi par les pouvoirs publics, par le tissu associatif, ainsi qu'avec le citoyen. Le terrain d'aventure fait partie de la charte associative. Ça permet de travailler en complémentarité et de faire partenariat entre les pouvoirs publics et le tissu associatif. Nous avons la possibilité d'être beaucoup plus entendus par les personnes qui s'occupent de cette charte associative au niveau de la ville. La commune, c'est l'endroit où l'on grandit. Par les services qu'elle propose, elle contribue à l'éducation de nos enfants et à la qualité de vie des parents. Chaque jour, des mandataires CDH innovent en proposant des solutions adaptées aux familles. À Incourt, l'échevine de la mobilité, Nathalie Delacroix, a mis en place un système de ramassage scolaire à vélo. Regardez plutôt les images de ce concept innovant qui rencontre un franc succès.
Le concept du ramassage scolaire à vélo vient du fait qu'au départ, moi j'aimais personnellement bien faire des déplacements autrement qu'en voiture. Ici on est une commune de 6 villages, on n'est pas tellement loin l'un de l'autre, on a chaque fois disons un quart d'heure de vélo, ce qui est tout à fait faisable pour des enfants de primaire. Le gros focus c'est la semaine de la mobilité au mois de septembre. On organise vraiment des bénévoles dans chaque village et pendant une semaine ils vont tous les jours à vélo. Pendant l'année, quand il fait très beau, on continue, mais on essaie déjà d'avoir au moins un jour par semaine. Vers la 5e, 6e primaire, les parents disent maintenant tu peux aller tout seul. Et ça, c'est vraiment l'apprentissage de l'autonomie. Alors ils passent devant moi, mais ils n'ont plus besoin de moi, ça c'est le bonheur. Les parents sont motivés. On a des parents comme Patrick à Sarisbar qui lui entraîne les autres, il se téléphone. Donc moi ça me fait plaisir parce que Sarisbar, je sais que ça tourne. Étant papa de 3 enfants, de 11, 8 et 6 ans, nous participons depuis le début à ce projet-là. Une semaine avant la semaine de la mobilité, c'est un peu l'effervescence, on vérifie les vélos, les pneus, les chaînes. Le premier lundi qui commence la semaine de la mobilité, les enfants se lèvent plus tôt, ce qui n'est pas plus mal. Parce qu'on doit partir une demi-heure plus tôt et voilà que même la pluie ne les arrête pas nécessairement. D'année en année, il y a de plus en plus de parents qui participent. Tout ce qui participe à l'engouement pour ce projet, outre cette convivialité, le plaisir d'aller à vélo et tout ça, c'est tout ce qui est fait autour pour que tout se passe bien. Donc je pense spécialement au dynamisme de l'échine de la mobilité. Il y a tout ce qui a été fait autour en termes d'aménagement aussi, les chemins qui relient Sarisbar à un cours. L'école est vraiment réceptive au projet et donc les enfants, s'ils arrivent à 9h05, s'ils doivent enlever leur gilet et tout, l'école dit écoutez c'est pas grave. La plus belle surprise, c'est même le comportement des automobilistes. Je trouve qu'ils sont quand même de plus en plus attentifs. On ne fait plus klaxonner pour qu'on se rabatte pour pouvoir mieux dépasser. Il y a vraiment un respect du cycliste. C'est vraiment une réussite totale et je pense qu'on lui promet un très bel avenir. La crise migratoire qui secoue l'Europe est un défi majeur. Pour résoudre ce problème international, il est important de réagir au niveau local. Pour le CDH, les collectivités locales ont une grande responsabilité dans la création et le développement de liens humains. Direction Herbemont, un petit village de la province de Luxembourg qui a reçu 500 migrants et où la bourgmestre Catherine Matelin a mis en place une véritable structure d'accueil. L'historique du centre pour migrants ici à Herbemont est assez simple. Donc, en 2011, on nous a annoncé 500 migrants pour un village de 500 habitants et sans aucune concertation préalable avec la commune. L'accueil, la première réaction au niveau de la population a été une réaction, je dirais, de peur et un sentiment d'insécurité et un sentiment d'incompréhension. Donc quand ils sont arrivés, c'est la commune qui a créé un comité d'accompagnement qui regroupait les différentes parties prenantes, donc à la fois la commune évidemment, mais surtout des citoyens, pour chaque fois construire cette intégration et chaque fois communiquer à la population. Et puis il y a toute une série d'actions qui sont menées maintenant plus par rapport à des moments d'échange, des moments de rencontre, à travers des repas du monde, à travers un repas qui est organisé par l'espace culture. Tout le travail de lien, je dirais, n'est possible qu'avec les associations et les bénévoles. Et nous avons eu l'aide de Marie, par exemple, pour tout ce qui concerne l'école des devoirs et l'aide qui peut être apportée dans la classe d'ASPA, qui est une classe d'adaptation pour les enfants migrants qui viennent du centre de demandeurs d'asile. Base les apprentissages surtout sur le français, le vocabulaire, la compréhension des phrases, l'orthographe, un peu de conjugaison. Moi-même, enfant, j'étais réfugiée de l'ONU et je sais que c'est très dur. Ils ont dû marcher, ils ont dû fuir un pays totalitaire ou un pays dévasté par la guerre ou par la mauvaise entente entre des ethnies différentes. Je sais très bien que je ne dois pas m'attacher, même s'ils sont attachants, mais qu'ils ne font que passer. Mais j'essaye de leur apporter beaucoup de bienveillance, beaucoup de compassion et beaucoup de compréhension. Ces enfants m'ont appris qu'il était possible de vivre ensemble, autrement, d'oublier tous ces préjugés, parce qu'un enfant c'est pur. Un enfant d'ailleurs et un enfant de chez nous, c'est la même chose.
La commune est le terreau idéal pour cultiver l'innovation, pour essayer de nouveaux modes de production et de consommation. Les décisions courageuses de nos responsables politiques jouent un rôle crucial dans l'avenir économique de nos territoires. À Marchand-Famenne, la ville a fait littéralement peau neuve et son bourgmestre André Bouchat a tenu à doter les commerçants d'une plateforme en ligne bien pratique. Le réaménagement du centre-ville de Marche sont venus petit à petit. Nous avions une ville qui était tout à fait empoussiérée. Il y a 30 ans, nous avons fait le piétonnier. Aujourd'hui, c'est une banalité, mais à l'époque, je peux vous dire qu'il fallait du courage. Puis Marche est faite de 2-3 quartiers. Il fallait les relier. Il a fallu régler tout le problème de la mobilité, mettre des rues au sens unique, élargir les trottoirs. C'est tout ça Marche. Une série de bâtiments classés auxquels on a redonné vie. Et puis nous avons pris des primes pour les commerçants. Et puis nous avons lancé il y a 2 ou 3 ans l'e-commerce à Marchand-Famenne. Les commerçants avec lesquels on travaille étroitement, avec Cap sur Marche, avec l'ADL, avec mon centre de support télématique, vraiment on a fait un boulot, mais tous les frais sont pris en charge par la ville. Il est important pour les commerces que le centre-ville soit rénové, soit beau. Il est agréable à Marche de se balader, d'y vivre. Il y avait encore beaucoup de petits commerçants qui n'avaient aucune activité sur Internet, pas un site, rien du tout. Et donc on s'est dit, on va proposer à tous ces commerçants d'avoir un petit site web de leur activité. Et donc de là est partie l'idée de créer une plateforme web qui s'appelle maintenant cap.marche.be. Quand on a créé l'association des commerçants il y a 4 ans, nous étions une quarantaine et aujourd'hui, grâce à toutes les actions que nous avons menées et principalement grâce au web, on est plus de 180 aujourd'hui. Et donc il y a des formations tout au long de l'année pour leur apprendre à comment communiquer sur les réseaux sociaux. En fait, on développe un peu les armes que les grandes enseignes peuvent développer en interne. Quelque part, c'est ensemble, soyons plus forts aussi en développant ce genre de techniques. Nous avons des clients qui viennent de Nandrin, de Rochefort, de Ciney, de la vallée de l'Ourthe. Donc il faut rayonner beaucoup plus loin que sur le centre-ville de Marche. Placer la qualité de vie au cœur de nos communes, voilà une ambition incontournable qui anime chacun de nos mandataires humanistes. Nos territoires doivent être reliants. Ils doivent créer et renforcer les liens qui permettent de vivre en harmonie avec les autres et avec la nature. Un exemple probant ? Le quartier du Calvaire à Gilly, qui sur base d'une initiative citoyenne a été totalement rénové. L'idée d'aménagement de ce quartier, il est relativement simple. Il y a 7 ans, tout le monde râlait, sans ambition, sans objectif. Et puis on a créé un comité de quartier pour rassembler les idées, communiquer avec l'administration sur nos idées. Et puis voilà, on a semé quelques graines. On a commencé par le réaménagement de la place qui était à côté de l'école. Et on a décidé d'en faire un bed un kiss and drive en anglais. Et puis on a fait un aménagement de quartier grâce à ça. On a fait des propositions de parking en collaboration avec les chemins des travaux de la ville de Charleroi qui a soumis des plans à l'école, 7 plans. Et ce sont les enseignants qui ont choisi un des 7. Au départ, c'est un tout petit projet, mais l'autorité publique, si elle s'en donne les moyens, a la capacité de voir grand. Et donc, ici à Gilly, au départ de quelques idées portées par un groupe de citoyens, on a réussi à rénover tout un quartier. Et puis maintenant, on aimerait bien passer à la production, à la permaculture. Donc on a un grand projet juste pas loin dans le quartier du Cadre de Gilly. Aujourd'hui, les gens se parlent, les gens s'entendent, se comprennent, et ça fait lien dans le quartier. En ayant des idées et en communiquant nos idées sympas, derrière, il y a un pouvoir administratif communal qui est à l'écoute des citoyens et tout est réalisable. Ce n'est pas simplement l'autorité publique aujourd'hui qui va expliquer aux citoyens comment ils doivent vivre leur ville et vivre leur quartier. Aujourd'hui, c'est absolument indispensable pour nous, autorité publique, d'être à l'écoute des citoyens et de comprendre leurs attentes et de comprendre que les dynamiques citoyennes méritent d'être soutenues par l'autorité publique. On est là pour ça, c'est toute la beauté de la politique communale et donc je pense que ça fait partie des axes structurants que nous, en tant que CDH, nous devons soutenir.
Fin de ce large chapitre consacré au grand congrès du CDH. Philippe Maystadt était un homme remarquable, reconnu internationalement pour ses compétences en gestion financière, sa rigueur, sa vision, sa clarté d'expression qui faisait de lui un pédagogue avisé. Le CDH a tenu à rendre hommage à ce géant humaniste emporté à 69 ans par la maladie. Le 7 décembre dernier, la Belgique, l'Europe, la Wallonie, le CDH ont perdu un des responsables politiques les plus brillants que notre pays ait connu durant ces 40 dernières années. Il aura marqué notre mouvement politique et son époque d'une empreinte indélébile. Qu'est-ce que le CDH a hérité de Philippe Maystadt ? Indéniablement, d'une part, certainement une conscience sociale très forte qu'il faut avoir dans la société, dans l'engagement politique, l'engagement par rapport au monde associatif aussi, dont il était également issu. Il a un parcours aussi dans sa jeunesse, dans les mouvements de jeunesse, etc. Donc quelqu'un qui était dans la société et une rigueur aussi intellectuelle implacable. Ministre, président de parti, Philippe a donné toute sa noblesse à l'engagement politique. Nommé à la tête de la BEI, il consacra la seconde partie de sa carrière à la cause européenne. Avec Philippe Maystadt, je perds un ami, un complice, presque un frère. Nous étions en intimité et personnelle et politique. Donc ma place est ici. Philippe Maystadt était un homme d'État qui a mis ses talents au service de causes qu'il estimait justes et qui l'ont motivé durant toute sa vie. Philippe, pour moi, comme pour tant d'autres, vous avez été et serez toujours ce géant d'excellence dans toutes les facettes de votre personnalité tellement multiples. Géant d'intelligence rare, vive, rapide et créative, géant de modestie, géant de capacité d'analyse lucide et sereine, géant de vision prospective et enthousiaste, géant de liberté et d'indépendance intellectuelle. Philippe Maystadt sera toujours pour nous une source d'inspiration. Il faisait bel et bien partie des plus grands. Notre magazine Opinion Génération Humaniste se termine déjà. Nous vous remercions très chaleureusement de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur notre page Facebook pour commenter, liker, partager notre actualité ou encore sur notre site internet lecdh.be. Nous vous donnons rendez-vous en avril. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.